Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Jardins de la Culture. Alors aujourd'hui, il va être uniquement question de bande dessinée et pour cela, nous avons eu la chance de rencontrer Philippe Geluck et Devig, l'artiste toulousain. Alors nous allons revenir avec eux sur leur BD qu'ils ont fait en commun. On commence tout de suite avec Philippe Geluck. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur vous quand même si vous n'êtes pas venu spécialement pour vous mettre en avant à vous. Mais on va raconter quand même une petite anecdote pour commencer. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez commencé à dessiner? Je crois qu'il y a une histoire de petits journal mural sur les toilettes, sur les murs des toilettes. Ah oui, on entre dans le vif du sujet. Oui, je devais avoir 12, 13, 14 ans. Nous habitions dans une grande maison à Bruxelles qui était habitée par deux familles. Et à l'entresol, il y avait des toilettes qui étaient fréquentées par tout le monde, comme ça se pratiquait souvent. Et mon frère et moi, nous tenions un journal mural, une sorte d'Azibao belge, dans lequel nous commentions l'actualité du monde, de la Belgique et de la famille. Et donc nous faisions des caricatures de politique, du roi, de tout le monde, et des parents évidemment, et de nous-mêmes. Et donc nous affichions ces dessins sur les murs des toilettes. Et un jour, c'était renouvelé régulièrement évidemment, et un jour, un laveur de vitres qui venait travailler dans la maison, passant par le petit coin, s'est mis à lire tout ce qui était affiché. Et ça l'a fait mourir de rire. Il a demandé à ma mère qui faisait ça. Elle a dit c'est mes fils. Il a dit est-ce que je peux emporter les dessins pour les montrer à un ami qui est rédacteur en chef. Et c'est ainsi que j'ai publié mes premiers dessins. J'avais 16 ans. C'était dans le journal L'Œuf. Voilà, c'était L'Œuf, c'était à Bruxelles. Et le rédacteur en chef de l'époque s'appelait Bob de Groot. Il est devenu ensuite le scénariste de la série Robin du Bois. Ouais. Alors bon, ça c'était pour la partie dessin. Il faut savoir que avant d'arriver jusqu'au chat, vous avez plus été dans la comédie. Vous avez été comédien. Alors, comment on arrive de comédien à ensuite passer au dessin? Mais d'abord parce qu'on pratique les deux depuis toujours, que j'ai d'abord dessiné avant de devenir comédien, que je n'ai jamais cessé de dessiner pendant que j'étais comédien, et que quand j'étais comédien, je me suis rendu compte en fait que c'était peut-être pas le vrai métier qui était fait pour moi, ou plutôt moi qui étais fait pour ce métier. Alors les gens, quand je dis ça, je pense que j'étais pas parmi les meilleurs dans le métier, et des gens qui m'ont vu jouer à l'époque me disent mais non, tu te fais du mal, tu étais très bien. Bon, c'est gentil de me le dire, c'est des amis, mais franchement je pense que le métier du théâtre et du cinéma n'a pas perdu son meilleur élément lorsque j'ai quitté le métier. J'ai eu envie, quand j'ai eu des enfants, de me dire que je les verrais grandir, que je serais à la maison le soir pour pouvoir leur lire une histoire, pour les voir chaque jour. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce métier des planches et de tourner et de me consacrer davantage au dessin. Et je crois que j'ai bien fait, parce que c'est dans ces années-là que est né le chat et que sont nés mes premiers cartoons pour la presse. Voilà, c'était une grande décision, c'était un grand tournant, et puis je l'ai négocié mieux que Ayrton Senna à l'époque. On a négocié le sien. Justement, le chat, vous venez d'en parler un petit peu. Alors, comment est née cette idée de dessiner un chat, de faire un personnage de chat? Je crois qu'il y a un premier élément de réponse, c'était votre carton d'invitation au mariage, c'est ça? Oui, alors je dessinais des choses très différentes de ce que je fais maintenant. C'était des dessins humoristiques, muets, à l'aquarelle, que j'exposais dans des galeries le plus souvent. Et pourquoi le chat est né tout à coup? Je sais pas, je devais l'avoir au bout des doigts, il apparaissait dans mon travail. Il y a un animal avec des moustaches, un gros nez qui commençait à apparaître. Et quand je me suis marié en 1980, pour remercier les amis qui nous avaient fait des cadeaux à notre mariage, j'ai dessiné un petit carton sur lequel je nous ai représenté, ma femme et moi, en forme de chat. C'était très mignon, c'était une madame chat qui était très souriante. On dépliait le carton et on voyait un monsieur chat qui était en train de lui présenter ses hommages, si je peux dire. Oui. Et bon, ça a fait rire tout le monde. 3 ans après naissance de mon fils, j'ai redessiné un carton avec un bébé chat, et c'est 2 mois, dans ces mois-là, mais donc 2 mois plus tard, que le journal Le Soir à Bruxelles m'a demandé de réfléchir à inventer un personnage. J'ai pas réfléchi longtemps. J'ai mis ce chat debout, je lui ai fait porter un manteau et une cravate, et le chat était né. Bon, ça c'était en 83, on est maintenant en 2009. Après toutes ces années, vous trouvez encore l'inspiration à faire vivre ce chat? Écoutez, visiblement oui, parce que ma production ne faiblit pas, elle s'amplifie même, et je comprends pas
comment c'est possible, mais toujours est-il que depuis 26 ans, chaque semaine, je sors des idées avec un personnage qui est somme toute très solitaire, avec un environnement qui est très sobre puisqu'il n'y a pas de décor, et avec un système. Je ne pense pas avoir mis au point un système, j'ai pas ce mot, mais je veux parler du monde dans lequel il évolue. C'est un système en soi, un système qui est très simple. C'est un chat qui parle, qui s'adresse au lecteur le plus souvent, qui de temps en temps va boire son coup chez Roger, mais en gros, il n'a pas une vie très palpitante. Et malgré tout, j'arrive à trouver des idées nouvelles qui me surprennent d'abord moi, quand je les invente, et puis qui surprennent et qui amusent les lecteurs sans que ça faiblisse. Donc, merci l'inspiration, mais je ne peux pas vous dire comment ça se passe, pourquoi ça vient, ni si ça va durer encore longtemps. Je ne peux que l'espérer. Bon, un autre aspect qu'on connaît peut-être un peu moins de vous, c'est le fait d'aider à promouvoir certains artistes. Là, c'est le cas donc de Vig. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née cette collaboration entre vous deux ? Oui, en 2 mots, je vais surtout dire que c'est lui qui doit vous parler du livre que nous avons fait ensemble, qui est une vraie BD dont j'ai écrit le scénario, qui est une collaboration. Comment j'ai rencontré De Vig, c'est qu'il m'a, dans les années, je crois 2000 ou 2001, envoyé des dessins lorsque je faisais de la télé chez Drucker, et j'ai trouvé ces dessins formidables. C'était des cartoons à l'esprit très noir, très second degré, très dérangeant, qui me plaisent. En ce sens, ils vous rejoignent pas mal. Absolument. Nous avons, je crois, les mêmes admirations pour les dessinateurs qui nous ont impressionnés quand on était jeunes. Et je lui ai répondu, ce qui est rare. Je réponds pas beaucoup à mon courrier, mais là j'étais tellement admiratif du travail que je lui ai répondu. Je lui ai demandé de m'envoyer encore d'autres choses parce que je voulais le pousser vers mon éditeur. Et puis il s'est fait que j'ai dirigé une collection chez Casterman, et que j'ai eu la chance de publier 2 volumes de dessins de Vig dans cette collection qui s'appelait C'est pour offrir. Et le rêve secret de Vig était de faire un jour une bande dessinée. C'est un travail de bénédictin, de titan, auquel je ne pourrais pas m'astreindre moi, parce que les décors, les bagnoles des années 60, les paquebots, les avions, c'est une chose extrêmement difficile à faire, j'en suis pas capable moi. Et donc, il m'a proposé une idée de scénario, l'idée de base de Alerte sur Fangatofa. J'ai trouvé cette idée formidable et je lui ai proposé qu'on le fasse ensemble. Et puis on s'est vus, on s'est rencontrés, on est devenus amis et on collabore depuis sur cette nouvelle série qui sont les aventures de Scott Leblanc, mais dont il vous parlera dans un instant, j'imagine. Et le premier volume existe, il est magnifique et nous préparons le 2e déjà. Bon, alors justement, vous parlez de la préparation du 2e. Comment se passe le travail entre vous deux ? Je suppose que vous n'êtes pas forcément sur Toulouse. Lui étant ici à Toulouse, comment se passe le travail ? Est-ce que c'est au quotidien ? Est-ce que c'est oui, enfin on y pense tous les jours. Lui, il travaille beaucoup. C'est un travailleur acharné, talentueux et acharné. Et on travaille simplement avec les moyens de communication actuels, le téléphone, l'internet, les mails, etc. Mais nous avons profité de ma venue à Toulouse pour nous voir d'abord pour faire un petit peu de presse et de promo autour de notre actualité. Nous avons déjeuné ensemble ce midi avec Gio, un autre dessinateur toulousain, et nous avions 1 heure de battement dans notre emploi du temps. Nous en avons profité pour avancer sur le scénario de l'année prochaine et c'est parfois comme ça que ça se passe, sur un coin de table, sur un quai de gare. Sinon, on essaye de se voir à Paris et de se faire des vraies séances de travail, mais tout le reste se fait via ligne téléphonique et Internet. Bon, une dernière chose avant de vous laisser et de retrouver donc De Vig. Toulouse, qu'est-ce que ça vous inspire, cette ville ? Écoutez, c'est magnifique. J'ai visité surtout tout à l'heure une zone industrielle qui s'appelle comment ? La Beige. La Beige, qui est magnifique. J'ai rarement vu des choses aussi belles dans ma vie. Et puis je suis venu déjeuner dans le centre. Alors le centre, c'est un peu, il y a des bâtiments un peu anciens comme ça. Je pense qu'il faudrait raser tout ça et construire du moderne, comme à la Beige, faire un grand la Beige. Voilà, ça aurait du sens. Bon, mais à quand le chat dans la Beige avec toile de fond ? Écoutez, je vais réfléchir. Je vais pas vous faire un engagement formel devant vous, mais je vais réfléchir. Simplement une idée excellente. Bon, merci encore. Merci à vous. Vive Toulouse.
un peu la même chose que Philippe Gueluc. Comment vous êtes vous mis à la BD? Je crois qu'il y a une histoire là de BD de Tintin qu'avaient vos grands-parents, c'est ça? C'est comme ça qu'est née cette passion pour la BD? Oui, comme beaucoup d'enfants, je suppose, de ma génération, j'ai grandi en lisant tous les journaux qui traînaient chez ma grand-mère ou chez mes grands-parents et les BD qui étaient là aussi, qui appartenaient avant à mon père, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ce goût immodéré pour la BD belge notamment. Bon, et alors du coup, une préférence pour Tintin ou pas? En fait, c'est pas spécialement Tintin, c'est un peu tout. Moi, j'aime autant Tintin que Blake et Mortimer, que les premiers Lefranc, voilà, qu'il y en a plein, que Barelli, tout est un peu mêlé. Bon, c'est vrai que Tintin prédomine un peu parce qu'il a tracé une route, mais j'ai pas. Moi, dans mon cœur, ils sont tous au même niveau, quoi. Parce que finalement, ce livre que vous venez présenter, il a quelque chose de Tintin quand même. Ça, on peut pas le nier. Oui, il a quelque chose de Tintin, mais parce que c'est un style aussi qui s'apparente donc à un courant graphique de ces années-là, et c'est un style qui était assez courant, même à l'époque de Tintin, dans le journal Tintin, beaucoup de dessinateurs essayaient de reprendre un peu le style d'Hergé pour développer leur série, etc. Donc c'est pas étonnant que ça ressemble sans être vraiment ça, ouais. Bon alors, avant d'en arriver à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, il y avait l'école des Beaux-Arts, la fameuse école des Beaux-Arts à Toulouse. Vous avez lu l'article de Voilà, où pour le coup vous n'avez fait qu'une année. Alors, j'ai fait une année rapide, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'apparemment c'était pas le talent qui manquait. Non, c'était pas à cause de mon dessin, c'était à cause de mes absences répétées. Donc il y avait beaucoup à cette époque-là de fêtes aux Beaux-Arts. Et j'ai sans doute un petit peu trop participé à toutes les fêtes au détriment de certains cours. Voilà. C'est ce qui m'a coulé définitivement auprès du jury des Beaux-Arts. Bon, et puis ensuite, pour quand même continuer à dessiner, vous avez touché un petit peu à l'édition pour jeunesse, un petit peu de pub aussi, je crois. Ouais. J'ai toujours travaillé plus ou moins pour la pub. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc la pub, oui, j'ai beaucoup pratiqué. Puis après, je suis passé à l'édition jeunesse. Et puis voilà, maintenant une édition plus adulte. Ouais. Bon, notamment chez Milan, parce qu'à Toulouse, on a l'opportunité d'avoir quand même cette grosse maison d'édition. Donc évidemment, ça draine pas mal. Bon, tout à l'heure, Philippe nous a parlé un petit peu de votre rencontre. Alors, on a eu sa version à lui. De votre côté, elle n'est pas très différente. Non, c'est exactement ça. Moi, j'avais à l'époque, j'avais fait toute une série de dessins d'humour noir, et je me posais la question, savoir si ça valait quelque chose, etc. Et je les ai envoyés à Philippe pour avoir son avis. Et il avait un très bon avis dessus, donc ça m'a. Pourquoi lui en particulier? Parce qu'à l'époque, je l'écoutais à la radio et qui me faisait beaucoup rire. En fait, voilà. Donc vous vous êtes dit que finalement vous rejoigniez pas mal au niveau de l'humour. Oui, je me sentais assez proche de son humour. Donc je me disais, ça peut fonctionner si je lui montre le dessin, il va voir de suite si c'est bon ou pas bon, et il pourra me dire, voilà, c'est venu comme ça. Ouais. Bon, du coup, on en arrive quand même au cœur de notre sujet, la présentation de ce livre. On peut en dire quelques mots. Quelle est l'histoire réellement de cette bande dessinée? Alors, il y a deux protagonistes dans cette bande dessinée. Il y a un reporter un peu qui est le héros, donc Scott Leblanc, qui est pas très malin, qui est très imbu de lui-même, et puis il y a un professeur un peu acariâtre, mais qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus entreprenant que Scott. Et tous les deux vont se trouver mêlés par la force des choses dans une aventure qui va les conduire jusqu'aux essais atomiques en Polynésie, un savant fou, etc. Enfin, c'est une trame très très classique des scénarios justement de la BD franco-belge. Voilà, sauf que là, c'est plutôt à lire au second degré. Bon, et puis ensuite il y a un second tome qui est donc en train de se préparer en ce moment. Qui est en train de mûrir, oui. Le sujet général de ce second tome, ça sera quoi? Ça tourne autour des essais Apollo. Okay. Ouais, ça se passe aux États-Unis et ça tourne autour des essais Apollo et d'une machination qui traînerait autour de la NASA. Ouais. Et puis, oui, bon, on va garder un petit peu de secret. De toute façon, on vous rencontrera à ce moment-là. Là, c'est une BD donc qui est faite en collaboration avec Philippe Gueluc. Question naturelle, à quand une BD solo?
J'y pense. Il faut que je développe un sujet. Bon, j'ai des idées dans ma tête et voilà. Après, il me suffit juste de les mettre sur le papier. Mais bon, j'ai pas encore mûri assez le truc pour être sûr de moi sur ce plan-là. Et bon, et puis dernière question, là pour le coup, la prochaine actualité pour vous, c'est quand c'est qu'on va re-entendre parler de Vig ici sur Toulouse? Je pense que ce sera au moment de la sortie du prochain album. Ouais. En 2011. 2011. Bon, le rendez-vous est pris. Merci encore. Merci à vous. Et puis bonne continuation. On se retrouve donc en 2011 pour le second tome. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc Les Jardins de la Culture. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro.